Bonjour, bienvenue sur CycloGP pour une nouvelle vidéo. Donc, franchement, dimanche dernier, on a vraiment un super Grand Prix. Je pense que c'était quasiment le meilleur de l'année. Je pensais vraiment sincèrement que Max allait perdre. Lewis allait enfin remporter sa première victoire. Après cet arrêt raté au stand. Mais non, Max fait une superbe remontée. Et à 4 tours de la fin, il arrive dans les échappements, il dépasse Lewis, qui doit s'incliner, c'est dommage. Et vraiment, et même derrière, on a un super Grand Prix. Vettel, je pensais vraiment qu'il marquerait des points. Des gros points même, peut-être un podium. Et non, il sera également en stand. Et derrière ça, on a Magnussen aussi qui fait une super course. Par contre, en contrepartie, on a Gasly qui rate complètement sa course. Tsunoda, par contre, qui réussit une belle course et a inscrit ses premiers points depuis le Grand Prix d'Espagne. On a également Albon avec une voiture totalement pourrie qui manque de très peu les points. Voilà. Donc super Grand Prix. Mais également une forte pensée pour un personnage qui nous a quitté samedi dernier, Dietrich Mateschitz, le créateur de Red Bull. Donc ça va être le sujet aujourd'hui, les origines de Red Bull en Formule 1. Parce qu'à l'origine, j'avais prévu de vous parler du Grand Prix Explorer à travers un exemple historique. La Toyota Celebrity Race, une course que je pense a dû inspirer Squeezie dans cette idée. C'était une course donc avec 12 influenceurs ou célébrités américaines contre 4 pilotes professionnels sur une course par handicap sur 10 tours à bord de Toyota en levé de rideau du Grand Prix de Long Beach. Donc franchement une course super intéressante. Et c'est une course qui a énormément fait pour la popularité du sport auto aux États-Unis parce que c'était une course qui était retransmise en levé de rideau sur le monde de ce fameux Grand Prix. Grand Prix le plus populaire aux États-Unis, quasiment avec les 500 miles. Voilà. Donc, je voulais penser vous parler sinon de Roberto Guerrero ou de Enrique Bernali, sujet que je peux aborder cet hiver, puisque cet hiver, en fait, je vais aborder des sujets, notamment, je vais aborder Ronnie Peterson, sur lequel je suis en train de monter un ici, sous forme de questions-réponses, mais également le sponsoring en Formule 1. Le sponsoring en Formule 1, je suis en train de vous préparer une série. Vous allez voir chez Mika, je vous ai parlé des organisations sur un article, et là j'ai fait une série qui est liée à ça, justement, par rapport à la crise notamment des 92. Mais, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous parler donc de Dietrich Mateschitz, qui nous a quittés à l'âge de 78 ans, lui qui était né le 20 mai 1944 dans une famille d'enseignants. Voilà. Donc c'est quelqu'un, c'est lui-même quasiment, qui s'est monté lui-même, qui a monté Red Bull. Et vous allez voir, en fait, Red Bull au final, ils se sont même, ils sont même mariés en Formule 1, quasiment, avant la création et la commercialisation du produit. En fait, dès le départ, il avait l'idée de faire connaître sa marque de manière visionnaire, Mateschitz. Et ainsi, il avait investi en Formule 1. Red Bull, c'était son bébé créé en 2004, mais l'histoire de Red Bull en Formule 1 est bien plus ancienne. Alors, on remonte, voilà, il y a après 40 ans. Ça doit être une autre écurie, qui est très connue encore dans le paddock également, et qui justement a toujours été associée de manière historique à Red Bull, voilà, à jamais, pour leur apparition en Formule 1, notamment. Voilà. Mais donc, effectivement, il s'avait condamné. Donc, il avait fait ses dernières apparitions pour dire bah voilà, je vous adoube maintenant, c'est bon, moi je quitte ce monde. Merci, merci à tous, merci. Voilà, une espèce de, vous savez, de choix, d'adieu à l'américaine un peu. Voilà. Donc, ici, en fait, Red Bull, en fait, en Formule 1, finalement, c'est assez ancien. C'est même, ça remonte même avant la commercialisation de ses produits, même, vous allez voir il s'est intéressé directement au sport automobile, Mateschitz, pour se faire parler, parce que c'est quelque chose qui est furieux et qui va vite, c'est comme la fête, ça va vite, ça pulse une course de Formule 1, une course de bagnole, ça pulse. Ça associé, c'est notamment dans les années 80, la vitesse, la rapidité, la coolitude à cette époque. Ouais. Donc Red Bull, en fait, ça a été créé, son nom de Krangdang, dans les années 70, par un Thaïlandais, auquel Dieter Mateschitz va s'associer après avoir découvert cette boisson. En fait, il le découvre lors d'un voyage pour Blendax, la marque qu'il représente. Ici, en fait, notamment pour aller en Thaïlande chercher de nouveaux marchés, il découvre ça, notamment parce qu'il cherche un petit remontant. Autre que l'agnole, il cherche un petit remontant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les boissons énergisantes et énergétiques, ça fait longtemps que ça existe. Mais c'était surtout beaucoup à base de quinine et d'alcool à l'époque. Et là, en fait, il voulait faire un truc un peu nouveau, un peu moins alcoolisé, justement. Donc, on va créer la Red Bull. Et ici, je vais revenir sur un point énergétique et énergisante. L'énergétique, c'est quelque chose qui va m'apporter, notamment moi en cyclisme, l'énergie sur la longue durée. C'est plutôt du sucre, donc avec des vitamines, des électrolytes. C'est pas du tout alcoolisé, sachant que pendant très longtemps, c'était notamment en cyclisme, le mec il se vidait littéralement une bouteille de gnôle avec des amphètes. Mais là, non. Et de l'autre côté, énergisante, justement, pour le coup, c'était plutôt de l'alcool, avec des dérivés d'amphètes
des choses, des trucs donc pas très licites. Et là, justement, on voulait rendre un peu ces boissons un peu plus licites. C'est-à-dire, donc, avec au début, peut-être un petit peu d'alcool, de la taurine par exemple, du guarana, du ginseng, de la caféine, quelque chose qui me permet de tenir le coup quand je fais la teuf. Hop, je fais la teuf. Voilà. Comme ça te permet de tenir le coup et tu peux en même temps aller picoler comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la boisson énergisante. C'est le principe de la boisson énergisante. Donc Red Bull, ici, né en 1984. En fait, réellement, la marque est créée, mais pas les canettes. Les canettes, ça vient un peu plus tard, vous allez voir. Là, justement, je vais vous parler du premier testeur un peu connu de Red Bull. Et même, justement, testeur en secret de Red Bull, puisqu'il n'y avait pas de, sur ces canettes, encore de logo à l'époque. Donc ici, on va parler de Gerhard Berger. Gerhard Berger, comme il le dit lui-même, c'est le premier athlète à avoir été sponsorisé et un des premiers testeurs de Red Bull. En fait, leur rencontre, elle est un peu fortuite entre les deux hommes. Simplement, en fait, Gerhard Berger est à la recherche de sponsors. Parce que Gerhard Berger est s'ennuie mortellement dans son lit, puisque Berger est corseté dans un lit et en partialité, suite à un très grave accident de la route. Berger, lui, en fait, il était pilote chez ATS en 1984, donc il avait débuté au Grand Prix d'Autriche en 1984 chez ATS. ATS est une écurie extrêmement particulière. ATS, en fait, faut vraiment savoir, c'est ATS, c'est Gunther Schmidt. Gunther Schmidt, c'est aussi le patron de Real. Real, vous connaissez, c'est les jantes pour voiture. Donc, ATS aussi, c'est les jantes pour voiture. Et en fait, Gunther Schmidt, tout simplement, était considéré comme un cinglé de première. Même Guy Ligier à côté, c'était un gentil. Gunther Schmidt a quand même viré 3 fois dans le même week-end Manfred Winkelhock. Et Winkelhock avait été repris uniquement parce qu'en fait, ATS, c'était plus ou moins l'écurie BMW en Formule 1. Donc, sans moteur, les voitures ne pouvaient pas rouler. Ici, donc, Schmidt, il veut obtenir Berger pour 85, sauf que Winkelhock part avec son moteur parce qu'on lui fait une proposition chez Brabham plus ou moins pour piloter en courte saison. Berger donc n'a plus d'équipe, mais Berger il a une proposition notamment de Jet-Speed de chez Arrows. Donc il doit chercher les sponsors. Et donc comme je vous expliquais, il est alité suite à un très grave accident de la route. Donc il a voulu éviter un conducteur qui était complètement défoncé en pleine nuit avec sa voiture. La voiture, il a touché ce conducteur, la voiture est partie en tonneau, il a juste eu le temps d'ouvrir la portière pour être éjecté du véhicule avant que sa voiture aille s'écraser en contrebas de la route. Il est heureusement secouru par des urgentistes qui étaient de passage à ce moment-là, mais il a une lésion au niveau de la moelle épinière qui pourrait le rendre paralysé et plusieurs fractures donc aux vertèbres, donc il est corseté. Donc il s'en lui ferme, mais il en profite pour chercher les sponsors. Et ici, donc, se présente Dieter Mateschitz, 40 ans, avec son idée de boisson. Et effectivement, la Formule 1, sport très rapide, sport automobile, colle très bien avec Red Bull. Red Bull, à ce moment-là, il veut se faire connaître à travers des événements, par exemple le sport automobile, il pense tout de suite au sport automobile, mais aussi du canoë-kayak, donc le sport de mon père à cette époque. Le saut à ski, le ski de fond, tous des sports un peu importants dans ces pays alpins, mais assez méconnus chez nous. Et donc le sport automobile, c'est un formidable par contre au niveau mondial pour se reconnaître. Voilà. Outre la teuf, puisque bien sûr, Red Bull, ça devient très rapidement la boisson officielle à Ibiza, tout Jack Daniel. Voilà. Donc l'accord est conclu en fait entre les deux hommes, puisque Gerhard Berger en fait il accepte que Dieter Mateschitz lui donne 10 000 euros quand en fait Mateschitz aura ses 10 000 euros. Il est un peu dubitatif, mais début 1986, Dieter Mateschitz se ramène et lui dit bon voilà, j'ai enfin l'argent, tu vois, j'ai un projet de commercialisation de cette boisson. Bon, on va travailler ensemble pour tester, on va la tester. Toi, tu es athlète de haut niveau, donc comme ça, tu vas nous faire des retours. Et en contrepartie, tu auras cet argent et surtout, tu verras, tu nous permettras d'avoir une autorité et tu nous permettras de nous faire connaître. Donc Gerhard Berger, en fait, à partir de cette période, il arrive avec une canette pour l'instant sans logo, il teste sur les Grands Prix, on lui demande ce que c'est. Il commence à faire connaître un peu cette boisson, comme il explique. Et ensuite, à partir de 87, Red Bull est commercialisé en Autriche, puis en Allemagne. Et en fait, Berger décide de faire de la publicité pour Red Bull directement au niveau des podiums, ce qui rend absolument furieux Bernie Ecclestone, mais heureux Dieter Mateschitz, puisque en fait, le but de Mateschitz, c'est de s'attaquer à Gatorade, qui est alors à ce moment-là le leader, puisque Gatorade, c'est une boisson qui a été inventée en 1965 par un entraîneur américain afin de booster ses athlètes de foot américain et de baseball, voilà, tout simplement, avec l'aide des médecins. Et c'est alors le leader mondial.
et en plus qui appartient à Pepsi pour le coup. Mais Gatorade, eux, ils sont beaucoup plus frileux, ils sont notamment sponsors uniquement aux États-Unis. Gatorade, par rapport à Red Bull, les adoptent vraiment une stratégie trop prudente en Europe. Ils sont sponsors d'une équipe de cyclisme, avec Laurent Fignon notamment, Gianni Bugno et quelques autres bons coureurs, mais ils s'impliquent très peu, notamment en Formule 1 Sport, qui pourtant peut assurer de grosses retombées. Ils ne sont pas impliqués, à part comme sponsor boisson, auprès de certains pilotes, notamment les pilotes anglo-saxons, ici. Mais ils sont jamais sponsors titre, à part à Monaco en 92, où ils sont sponsors, où ils sont à quelques fois présents sur le bord des pistes. Tout comme Coca-Cola. Coca-Cola, par exemple, c'est pareil, c'est une société qui ne s'implique très très peu en Formule 1. À part être sponsor de certains grands prix, de certains événements, ils seront jamais sponsors officiels de pilotes ou d'écuries ici. Alors que Red Bull, eux, oui. Red Bull, c'est leur projet. Ils veulent se faire connaître via la Formule 1. Ils vont utiliser la Formule 1 comme vecteur de communication à moindre coût. Un jeune Autrichien apparaît également, Karl Wendlinger, qui est aussi également plus ou moins le protégé de Gerhard Berger, puisque Gerhard lui a présenté ce jeune pilote qui est membre du junior team Mercedes, avec également donc par exemple Michael Schumacher et Heinz-Harald Frentzen, sachant que ce junior team Mercedes a le projet de monter une écurie en Formule 1 Sauber, donc de faire monter son préparateur Peter Sauber en Formule 1 d'ici 1993. En fait, il faut préparer Karl Wendlinger à la Formule 1. Donc comme je vous avais expliqué un trajectoire brisé, Wendlinger va devenir pilote chez March, puisque March est aux abois financièrement. Donc, ici, ils ont besoin d'un sponsor. Red Bull va faire partie de ces petits sponsors autrichiens qui sont apportés par Karl Wendlinger, afin de sauver cette écurie, ce qui va en 1992 permettre à cette écurie d'effectuer une dernière saison, puisque March, effectivement, marquera le dernier point encore du Grand Prix du Canada. Wendlinger, en fait, il se prépare parfaitement, et en 1993, donc l'écurie Sauber débute. Pour l'instant, en fait, il se montre pas. Mais Karl Wendlinger a réussi à négocier en fait un sponsoring à hauteur d'1 million de shillings, soit environ 75 000 euros pour l'écurie Sauber. Donc ici, en fait, par souci, je pense, de ne pas vouloir montrer quelque chose qui paraît encore très illégal et qui a une très mauvaise image en Europe, la Red Bull a encore une très très mauvaise image de marque en Europe, notamment dans nos pays latins. Ici, associé encore aux toughers, aux gens qui se calment, aux gens qui font la fête, ouais, pas vraiment aux athlètes professionnels, ou alors vraiment à des casse-coups, un peu, c'était encore associé. Donc, pour un peu justement donner une meilleure image, en fait, à partir de cette époque, Massachusetts s'implique vraiment en Formule 1, en sous-main, et l'occasion vraiment de s'y impliquer de manière totalement directe va lui être donnée en 1994, lorsque Sauber se retrouve vraiment dans la panade. Sauber, en fait, là maintenant je vais vous expliquer, se retrouve en fait en 1994 dans une année extrêmement difficile, lâché de toutes parts, et il lui faut d'urgence trouver un partenaire principal. Sauber, créé en 1993, se retrouve ici dans une situation inextricable. Wendlinger est gravement blessé, revient, mais péniblement. Plus de moteur. Mercedes, en fait, comme je vous explique, Norbert signifie à Peter Sauber, alors que Sauber a été la structure historique de Mercedes en sport automobile, qu'ils ne seront plus motorisés par Mercedes, qu'ils souhaitent motoriser McLaren à la place, puisque Ron Dennis a négocié en secret avec eux. Plus aucune solution. L'écurie risque à très court terme de disparaître, d'autant que Broker s'avère être une arnaque. Broker a été monté par un proche de Joachim Luthi. Il s'avère, comme son nom l'indique, puisque Broker est un terme qui désigne une arnaque, être une fumisterie de première qui a entraîné une perte d'argent et des dettes conséquentes à Peter Sauber, qui ici est sans solution, notamment financière. En termes de pilote, il a deux jeunes espoirs, une voiture qui est pas trop mal, mais plus rien pour 95. L'hiver 94-95 est très agité pour l'écurie, toujours sans moteur, et finalement, la solution va venir de Benetton. Benetton décide d'abandonner Ford, il ne juge pas assez performant, alors qu'ils étaient en accord depuis 87, pour Renault. Donc Ford cherche un nouveau partenaire. Ce sera Sauber. Sauber signe un petit contrat de 2 ans, pour le moment, avec Ford, puisque Ford a dans ses cartons une écurie 100% Ford. Et vous allez voir, finalement, Mateschitz aura débuté chez Sauber pour retomber dans l'écurie purement Ford, qu'il rachètera. Mais entre-temps, l'écurie doit trouver de nouveaux pilotes, puisque Wendlinger, on ne sait pas s'il peut piloter, et des sponsors.
On va tester notamment Pedro Lamy durant l'hiver. Pedro Lamy, avec ses riches sponsors portugais, vient de quitter Lotus, il disparaît. Il cherche un volant. On teste d'autres pilotes également à côté. Mais finalement, la solution va venir de Dietrich Mateschitz. Dietrich Mateschitz, lui, propose, qui est déjà sponsor de Karl Menklinger, pour un deal de 10 ans. Donc les deux partenaires, Sauber et Red Bull, signent un deal de 10 ans, 10 millions par an durant 10 ans. L'écurie va devenir une espèce de vivier pour la marque Red Bull, qui va porter ses jeunes talents, jusqu'au jour où va se produire une brouille entre les deux hommes, au sujet de Kimi Räikkönen. Mateschitz voudrait Bernoldi, son protégé, qui court depuis des années sous les couleurs de Red Bull, et qui vient de faire une saison de Formule 3000, alors que Sauber, lui, préférait engager Kimi Räikkönen, un jeune pilote qu'il a détecté, qu'il a découvert via son numéro 2, Beat Sander, qui avait testé ces deux hommes durant la saison. Mais en fait, ce qui se révèle, c'est que Bernoldi, en fait, il est mal remis d'un accident qu'il avait eu quelques années avant, qu'il avait plongé en coma, et qui, comme Metlinger, avait affecté ses qualités. Donc, Mateschitz se brouille, et Mateschitz décide, à ce moment-là, de soutenir également l'écurie Arroz. Puisque, désormais, Red Bull se lance progressivement dans une stratégie de vouloir monter sa propre écurie. Arroz est en grosse difficulté financière. La solution serait de reprendre Arroz en injectant dans un premier temps 13 millions, puis en 2002 22 millions, en rachetant à Morgan Greenfield l'écurie. Mais ici, Morgan Greenfield va mettre son veto, l'écurie disparaîtra, Arroz ne sera pas racheté, Kimi Räikkönen fera prendre une super carrière, puisqu'il a arrêté que l'année dernière, tandis que Bernoldi, ça sera un flop monumental. Bernoldi aurait été, effectivement, ne s'est jamais remis de cet accident qu'il a eu quand il était jeune. Ses problèmes conjugaux, puisque en fait, Bernoldi, il faut savoir qu'en dehors de sa carrière, son beau-père, littéralement, a violé sa femme, Jelena Dokic, était un être nocif, donc ça a nué sa carrière. Finalement, donc, à Arroz coule, en 2002, début 2003, puisque Morgan Greenfield décide de donner cette écurie à Oliver Bering et un consortium, soi-disant germano-américain, qui s'avérera être quelque chose de vaporeux. L'écurie coule. Et ici, Mateschitz a finalement la solution. Faut que je vous explique. Ford, c'est le partenaire de cette écurie Jaguar, qu'il va donc racheter pour 1 euro symbolique, en promettant d'injecter presque 300 millions au sein de cette écurie. Il va donc injecter énormément d'argent au sein de cette écurie pour la rendre compétitive et l'amener progressivement à devenir championne du monde. Voilà. Donc c'était les origines de Red Bull en Formule 1, de ses débuts jusqu'à la création de Red Bull Racing. En guise d'hommage à Dietrich Mateschitz, c'était donc Lionel de la chaîne Cycle GP. Pensez à vous abonner, c'est toujours sympa. Un petit commentaire en évitant les commentaires à la con aussi, ou à partager éventuellement, faire connaître ta chaîne. Au revoir, et puis bon Grand Prix du Mexique à tous. Et excusez-moi d'ailleurs pour la prononciation, c'est. Des fois j'ai dit Mateschitz, c'est Mateschitz. Et c'est pas Dieter, c'est Dietrich. Dieter et Dietrich, c'est le même prénom, seulement c'est deux Allemands différents. Dietrich, c'est Didier en alémanique, et Dieter, c'est Didier hors Deutsch. Voilà. Et également pour Sauber, non, c'est pas Sauber, c'est Sauber, et pas de Sauber. Sauber, c'est le magicien, Sauberei et chancellerie. Sauber, c'est propre, et Sauber, c'est acide en allemand. Hop, un petit point.